Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller avec la deuxième tâche de notre série de vidéos sur le SD-WAN. Donc dans cette tâche, on va parler donc des performances SLA ainsi que les règles de SD-WAN. Donc dans la précédente vidéo, la toute première, où on a commencé avec la notion de SD-WAN, on a vu ces différents objectifs. Donc, il était question de parler du SD-WAN, d'expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. On a parlé également des cas d'utilisation concrets ou les plus évidents. Donc, notamment le premier cas qui est par exemple une entreprise qui dispose d'une succursale et qui dispose d'un siège social et des succursales. Et donc, en fonction de la nature des fournisseurs d'accès Internet qu'il a à son siège social, il peut décider lequel des fournisseurs il utilise pour accéder au, au, au succursales et lequel est-ce qu'il va utiliser en permanence pour le trafic local. Ensuite, le deuxième scénario, c'était celui d'une entreprise qui dispose juste de son siège social et ils n'ont pas de succursale. À ce moment-là, la décision pour le trafic, la décision sur le fournisseur d'accès Internet à utiliser est beaucoup plus basée sur le niveau de criticité du trafic à utiliser. Donc, et à chaque fois, on avait dit pour chacun des scénarios, peu importe le fournisseur d'accès Internet qui est utilisé pour un trafic précis, l'autre fournisseur d'accès est toujours disponible comme le backup. Donc, si jamais il y a un qui tombe en panne, l'autre prend directement le relais. L'objectif vraiment, c'était de montrer à quel point ça peut être utile, notamment pour la réduction des coûts et pour la gestion efficace de nos différents fournisseurs d'accès Internet que nous avons sur notre siège social. Donc ensuite, on avait parlé des prérequis, notamment avant de mettre sur pied le SD-WAN, il faut s'assurer que ces prérequis sont respectés. Et donc on a vu également les composants de SD-WAN, à savoir la zone, les membres. Aujourd'hui, on va parler donc des performances SLA ainsi que les règles de trafic. Donc ça, c'était notre diagramme qu'on avait utilisé la dernière fois, sur lequel on a effectué la tâche 1, notamment la mise en place du SD-WAN avec les configurations par défaut. Donc là, on avait fait les configurations utiliser, sans toutefois utiliser des règles de PAF pour acheminer le trafic de façon définie. Donc, on avait utilisé les paramètres par défaut et donc le partage de trafic entre les membres SD-WAN se faisait selon les configurations par défaut qui sont implémentées par le protocole SD-WAN sur FortiGate. Donc, aujourd'hui, on va voir dans la tâche 2 comment avoir un impact donc sur les décisions qui sont prises. C'est-à-dire qu'on ne va plus laisser les paramètres par défaut de SD-WAN s'opérer, mais là, on va décider nous-mêmes quel est le trafic qu'on veut orienter vers un fournisseur d'accès Internet précis. Comment est-ce qu'on doit juger la qualité de réseau pour chaque fournisseur d'accès Internet, ainsi de suite. Donc, j'avais remarqué que lors de la dernière dans la précédente vidéo, lorsque je présentais le diagramme, je n'avais justement pas expliqué comment est-ce que j'ai fait pour avoir deux fournisseurs d'accès Internet que je parviens à répliquer sur mon environnement local, donc là, sur mon environnement virtuel, parce que là, on est sur GNS3 et j'ai fait entrer dans les deux fournisseurs d'accès Internet sur mon FortiGate qui est sur l'environnement local. Donc là, je vais donc pouvoir expliquer cela avant qu'on ne passe donc à la tâche 2. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? Je reviens ici. Donc, c'est vrai que j'ai une vidéo que je suis en train de préparer ici là pour la mise en place de comment mettre en place un lab sur FortiGate. Bon, pas sur FortiGate, comment mettre en place un lab qui combine VMware Workstation et GNS3. Donc je mets ça en place parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient suivre des formations, qui aimeraient suivre, par exemple, ils regardent des tutos sur YouTube et ils ont envie d'appliquer ça dans leur environnement local, mais parfois ils ont de la difficulté à mettre cet environnement-là en place parce qu'ils ne comprennent pas notamment certaines notions, surtout sur le câblage, la connectivité entre le réseau physique, les cartes réseau virtuelles de VMware Workstation et puis la virtualisation imbriquée au niveau de GNS3. Donc,
Avant de... Ça c'est comme je dis, ça, c'est une vidéo que je suis en train de préparer. Donc, je profite donc de l'occasion pour vous parler de ça et de vous permettre aussi de me suggérer s'il y a des tâches ou bien des scénarios de votre côté que vous avez souvent envie d'envisager, mais vous n'avez pas pu implémenter cela sur votre environnement local. Donc, c'est le moment de me parler de ça en commentaire, comme ça, je vois comment je peux inclure cela. Donc, ici, j'ai répertorié quelques tâches, notamment comment créer différents types de sous-réseaux sur le VMware Virtual Network Editor. Donc, on va voir ça dans quelques minutes. Ensuite, comment utiliser plusieurs cartes réseau sur l'objet cloud de GNS3. Donc, ça, c'est le cas de SD1. Donc, ça, c'est le cas pour lequel je disais tantôt, on va expliquer ça. Et une troisième tâche sera sur comment adresser une VM Workstation à partir d'un serveur DHCP sous GNS3. Un DHCP sous FortiGate, c'est-à-dire dans la mesure où vous créez un serveur DHCP ici et que vous décidez par exemple d'ajouter ici là des ordinateurs qui font partie de votre environnement virtuel. Si vous les ajoutez, ces ordinateurs, si par exemple dans mon cas j'ai ces Windows 10 ici, si je décide de prendre ce Windows 10 et le mettre ici, et que j'ai créé un serveur DHCP ici, comment je fais pour que cet ordinateur-ci qui initialement fait partie de mon VMware Workstation, comment je fais en sorte qu'il obtienne une adresse IP plutôt à partir du serveur DHCP de mon FortiGate et non pas à partir d'une carte réseau virtuelle qui est associée à VMware Workstation. Donc ça, c'est des scénarios que je suis en train de réfléchir et d'implémenter. Donc si vous avez d'autres scénarios, vous pouvez me proposer ça en commentaire et puis on verra comment ajouter cela ici. Donc ça, c'était une parenthèse. Revenons donc sur notre question de tout à l'heure. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir deux fournisseurs d'accès Internet qui sont sur mon ordinateur physique, mais que j'ai réussi à les répercuter sur mon environnement GNS3. Donc, notamment, il faut comprendre donc, déjà la notion de virtualisation imbriquée ici. Donc, la virtualisation imbriquée, c'est donc, comme on dit, euh, virtualiser des objets à partir d'un environnement qui est lui-même virtualisé. Donc, j'explique. Ici, vous avez par exemple Layer 0. Ici, vous avez par exemple votre matériel physique, c'est-à-dire que c'est votre ordinateur physique. Donc, j'ai pris la peine de laisser ça avec les CPU également parce que très souvent, on peut facilement comprendre la virtualisation des CPU. Ça veut dire que votre ordinateur physique avec son matériel physique, CPU, RAM, mémoire, stockage et autres. Ensuite, sur Layer 2, Layer 1 par exemple, la couche 1 ici, ça va être par exemple votre hyperviseur, dans notre cas VMware Workstation Pro. On installe notre hyperviseur donc au-dessus de notre ordinateur physique. Et maintenant, au-dessus de notre hyperviseur, on va créer donc comme les machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles, ça va être comme par exemple ici, j'ai le Windows 10, ainsi de suite. Et puis j'ai la VM GNS3, qui elle aussi étant une machine virtuelle, à son tour va faire une virtualisation. Donc, c'est à ce niveau qu'on va parler donc de la virtualisation imbriquée. Ça veut dire que GNS3 à son tour va héberger des équipements. Ça veut dire que quand vous venez par exemple sur votre GNS3 ici, là, quand vous partez sur GNS3, vous créez un nouveau projet, tous les objets que vous prenez et que vous déposez sur votre diagramme ici, en fait, ces objets-ci là sont en fait hébergés sur la VMGNS3. Ça veut dire que ça, c'est le niveau de virtualisation imbriqué, comme on dit. Donc, ces VM que vous voyez ici, ça peut être par exemple le FortiGate, ça peut être le WebTem, ça peut être, voilà, tous ces objets-ci là. C'est ça qui va être donc posé à ce niveau. Donc, comme j'expliquais, c'est plus facile quand on comprend, quand on utilise par exemple le CPU. Ensuite, au niveau de l'hyperviseur, ça devient les vCPU. Donc, on virtualise en fait le CPU physique et c'est ces CPU virtuels là donc qui sont utilisés au niveau des machines virtuelles et même la VMGNS3 utilise toujours les vCPU pour alimenter les autres équipements que lui-même il héberge. C'est la même chose qui se passe donc également donc ici avec les cartes réseau, Network Interface Cards. Donc vous avez sur votre couche, votre ordinateur, ça peut être plusieurs cartes réseau sur votre ordinateur. Une fois qu'on arrive au niveau de VMware Workstation, vous savez, VMware Workstation crée en fait comme des cartes réseau virtuelles sur votre ordinateur. Notamment, vous avez les cartes, vous allez avoir les cartes VNet. Donc, si je viens par exemple dans les propriétés ici, si je
Voilà, ici par exemple, lorsque vous avez installé votre VMware Workstation, il vient avec donc des cartes réseau virtuelles. Donc par exemple, ici, moi j'ai jusqu'à 20 cartes réseau, donc de VMnet 0 jusqu'à VMnet 19. Donc, ce sont les VNet. Donc par rapport à ce schéma-ci là, les éléments que je viens de présenter donc, sont comme des VNet. Donc c'est ces VNet là qui vont être répercutés également au niveau des machines virtuelles de VMware Workstation. Et même la VMGNS3, elle également, elle va utiliser toujours ces VNet-là pour alimenter donc les machines ou bien les objets qui sont ici, qui peuvent être, comme j'ai dit, une machine virtuelle, un webtem, un FortiGate, un objet cloud. Donc, un objet cloud. Donc, je parle d'objet cloud parce qu'effectivement, c'est ça, l'objet cloud. Donc, ça, l'objet cloud que nous avons ici. Donc, c'est ça. Donc, une fois que ceci est compris, je reviens donc sur mon poste de travail. Donc, ici, sur mon poste de travail, vous allez remarquer, par exemple, ici, je suis connecté. Quand je suis positionné sur l'objet, sur mon objet de réseau ici, l'icône de réseau, vous allez remarquer que je suis connecté sur deux choses. Donc, j'ai une connexion sur le Network 5, qui est la connexion câblée, et j'ai une connexion sur un réseau Wi-Fi ici. Donc, ne prêtez pas attention au nom de ce Wi-Fi là. Donc, voilà le Wi-Fi et puis mon réseau, mon réseau câblé. Donc, vous remarquez par exemple, si je clique ici et que j'essaie par exemple de désactiver ma carte Wi-Fi, vous remarquerez que ici, je suis toujours connecté en réseau câblé. Donc là, j'ai toujours le réseau câblé sur lequel je suis connecté. Donc, comme pour vous dire que là, actuellement, donc, comme j'expliquais par rapport à mon diagramme, j'ai donc mes deux fournisseurs d'accès Internet qui sont connectés sur mon poste. Et puis, en fonction donc de ces deux fournisseurs d'accès Internet-là, ce que je fais donc pour que ça se répercute donc au niveau de mon GNS3, c'est de venir ici sur VMware Workstation, ici sur la machine, la VNet, du moins la GNS3 VM. C'est sur celle-ci là donc que je dois ajouter donc les cartes réseau virtuelles. Donc remarquez ici, j'ai comme trois cartes réseau que j'ai assignées ici. Mais pour mieux comprendre comment est-ce que je fais pour assigner cette carte réseau-ci, il faut revenir sur ici sur Edit, sur l'outil Virtual Network Editor. Je sais, tout ce que j'explique là, ça va rendre peut-être la vidéo un peu plus longue, mais j'estime que c'est important pour vous de comprendre ça parce que si vous ne comprenez pas, vous aurez la difficulté à implémenter le SD-WAN sur votre environnement local. Vous allez croire qu'il faut à tout prix faire ça dans un environnement physique plus concret, alors qu'avec votre environnement local, c'est possible également de le faire. C'est possible de le faire, c'est juste que vous n'avez pas peut-être la compréhension de comment mettre cela en place. Donc, ici, sur notre outil de Virtual Network Editor, c'est en fait ici que vous devez faire l'association parce que par rapport à ce schéma-ci, la différence qu'il y a ici entre le CPU et les vCPU, qui s'implémente, la configuration se fait de façon automatique derrière par le système d'exploitation. Ici, par contre, avec les Virtual Network, c'est que si sur votre ordinateur, vous avez peut-être 5 cartes réseau, 5 cartes réseau, que ce soit les réseaux, 5 cartes réseau, que ce soit peut-être 4 câbles, 4 réseaux câblés, une carte réseau Wi-Fi. C'est à vous d'associer ces cartes réseau physiques-là aux cartes réseau virtuelles. Donc, si je reviens par exemple ici sur mon VMware Workstation, ici, quand je fais par exemple dans les propriétés d'une machine virtuelle, ici, il faut remarquer que toutes ces cartes réseau virtuelles qui sont créées par VMware Workstation, c'est à vous d'associer les cartes réseau physiques de votre ordinateur à ces cartes réseau virtuelles-là. Voilà. Donc, ça étant dit, je reviens donc sur mon outil de Virtual Network Editor. Donc, quand je suis ici, je vais venir ici en bas sur Change Settings. Comme ça, avec les paramètres administrateurs, je vais pouvoir j'aurai plus de flexibilité pour modifier des informations. Donc là, je vais faire change. Ça me demande les permissions administrateurs pour me connecter. Donc, OK. Donc là maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que de base, lorsque vous installez votre VMware Workstation, il y a la carte VNet, donc VMnet 0.
qui est de type bridge avec pour external connection auto bridge. Le auto bridge ici, là, ce qui se passe, c'est que de base, cette carte-ci, là, cette carte virtuelle-ci, là, va rassembler toutes les cartes, cartes réseau physiques qui sont sur votre ordinateur. Ça veut dire que lorsque sur votre ordinateur, par exemple, maintenant, là, pendant que vous allez voir cette vidéo, c'est sûr que vous allez vous connecter sur votre infrastructure, vous allez connecter sur votre VMware Workstation. Quand vous allez arriver sur cette interface, ce que vous allez remarquer, c'est que vous aurez peut-être juste un VNet 0 ici. Ensuite, vous aurez VNet 8, VNet 10, ainsi de suite. Vous n'aurez peut-être pas ces deux cartes ici. Pourquoi? Parce que par défaut, votre VNet 0 va rassembler donc toutes les cartes réseau physiques de votre ordinateur. Pour voir les cartes qui sont sur chaque carte virtuelle, il suffit de sélectionner la carte virtuelle ici. Et puis ici, un peu plus bas, vous allez voir le type. Parce que pour chaque interface virtuelle, vous pouvez définir le type ici. Mais surtout, vous allez voir ici là quelles sont les différentes cartes qui sont disponibles sur cette carte virtuelle. Ça veut dire que de base sur votre ordinateur, lorsque vous êtes en mode auto bridge, la carte qui est en mode VNet 0, elle rassemble toutes les cartes physiques de votre ordinateur. Ça veut dire qu'à tout moment donné, lorsque vous allez créer une machine virtuelle et que vous allez lui assigner une carte en disant que ma carte, si elle est en bridge, en VNet 0 bridge automatique, ça veut dire que peu importe l'interface réseau de votre ordinateur sur lequel il y aura une connexion Internet, alors cette carte-là va alimenter la carte réseau virtuelle et par conséquent alimenter dans la machine virtuelle qui est associée à cette carte-là. Donc c'est pour ça que très souvent sur votre ordinateur, que ce soit un réseau câblé que vous branchez pour travailler, que ce soit une carte, que ce soit que vous soyez connecté par Wi-Fi, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, pourvu du moment où vous avez mis une machine ici là en mode bridge, cette machine-là obtient toujours une adresse IP directement. C'est parce que derrière le VNet ici là rassemble en fait toutes vos cartes. Donc, maintenant, pour revenir à ce que je disais, comment je fais donc pour distinguer ou bien pour dissocier en fait? Parce que il faut dissocier donc certaines cartes de cette liste-ci là pour pouvoir créer donc d'autres interfaces bridge. Comme dans mon cas, j'ai créé deux interfaces bridge ici. Parce que dans mon cas, par exemple, j'ai comme trois interfaces. J'ai une interface qui rassemble ici là tout ce qui est wireless, donc toutes les interfaces Wi-Fi. J'ai donc deux cartes, deux interfaces Ethernet sur mon ordinateur. Donc j'ai cette interface-ci et j'ai cette autre interface. Donc j'ai dû retirer ces deux interfaces-là dans le VNet 0 pour pouvoir créer de nouvelles interfaces virtuelles de type bridge avec ces interfaces-ci. Donc, pour retirer, en fait, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous venez ici, quand vous sélectionnez votre interface VNet 0, une fois que vous êtes ici, sur l'interface VNet 0, dans la section, si vous pouvez venir ici, là, dans Automatic Settings, ici, c'est Automatic Settings, c'est dans cette interface, sur cette intervalle-ci, interface-ci, que vous allez, par exemple, donc décocher pour retirer certaines interfaces physiques. Ça, ce sont l'ensemble des interfaces physiques de mon ordinateur. Donc, vous remarquerez, par exemple, qu'à partir d'ici, vous allez voir qu'il y a deux interfaces, celle-ci et celle-ci, qui ont été retirées parce que c'est ces deux-là que j'ai utilisées donc pour créer les deux VNet qui sont ici en mode bridge. Donc, tout ce que vous avez à faire, donc, comme je dis, c'est juste venir ici, là, décocher une interface pour la retirer donc de l'auto-bridging. Et ensuite, comme vous l'avez retirée, elle est donc désormais disponible. Vous pouvez donc, après avoir effectué le retrait, vous pouvez donc venir ici faire Add Network. Quand vous prenez Add Network, vous allez sélectionner l'interface virtuelle que vous voulez utiliser. Par exemple, là, j'ai dit OK. Ça va me créer donc une nouvelle interface virtuelle ici. Et à ce moment-là, quand ça crée l'interface virtuelle comme ça, comme j'ai créé là, c'est à vous maintenant de venir ici et de dire si vous voulez mettre ça en bridge. Là, par exemple, ça refuse de mettre ça en bridge parce que tout à l'heure, je n'ai pas retiré une interface ici. Donc, si je veux, par exemple, ici, je pouvais, par exemple, dans un cas, je pouvais, par exemple, dire, OK, je retire l'interface USB ici. Je dis OK. Donc, l'interface USB étant retirée dans l'auto-bridge, je peux venir dans la signer donc ici, là, en mode bridge. Et donc, vous voyez, quand je prends mode bridge maintenant, on me montre donc une interface physique.
Et donc, je peux créer donc une nouvelle interface physique, une nouvelle interface virtuelle de type bridge qui me permet donc de l'associer donc à ma carte réseau virtuelle que voici, ma carte réseau physique, pardon, que voici. Pourquoi est-ce que je crée donc ces interfaces-là en mode bridge? Tout simplement parce que ici, lorsque vous êtes ici sur les propriétés d'une machine virtuelle, il faut aussi bien comprendre lorsque vous assignez une interface réseau. Quand vous venez ici, vous faites Add, vous ajoutez une carte réseau Network Adapter. Quand vous ajoutez une carte réseau, il faut bien comprendre également le rôle de ces différents modes de connexion ici. Donc le bridge ici, très souvent, c'est lorsque vous avez envie que par exemple, que cette machine virtuelle cela obtienne également une adresse IP spécifique, sur votre fournisseur d'accès Internet. Comme vous avez vu, j'ai deux fournisseurs. Donc, de la même manière que mon ordinateur physique aura une adresse IP distincte, cette machine virtuelle aura également une adresse IP distincte donc, sur mon fournisseur d'accès Internet. Par contre, quand vous venez avec le NAT, ça veut dire simplement que vous êtes en train de demander à cette machine virtuelle d'utiliser l'adresse IP de votre ordinateur physique pour aller sur Internet. Donc, théoriquement, avec le NAT, c'est un peu comme si vous dites à votre ordinateur à votre machine virtuelle de ne pas obtenir d'adresse IP, mais d'utiliser plutôt l'adresse IP de votre ordinateur physique pour aller sur Internet. Ici, avec Host Only, c'est juste pour créer, par exemple, une adresse, c'est pour créer, par exemple, un réseau entre votre machine virtuelle et votre ordinateur physique. Donc, c'est ça le Host Only. Donc, ça veut dire, par exemple, vous êtes en train de créer un environnement où vous voulez juste que la machine virtuelle puisse communiquer uniquement avec votre ordinateur. Donc, ça, il y a des scénarios pour lesquels vous pouvez avoir besoin de faire cela. Ensuite, maintenant, l'autre élément, donc, c'est le custom. Remarquez que par défaut, avant de venir sur custom, remarquez que par défaut, quand vous venez et que vous prenez NAT, automatiquement, si vous remarquez ici, quand je prends NAT ici en haut, immédiatement ici, ça me met VNet 0. Pourquoi? Parce que par défaut, si vous vous souvenez, lorsqu'on était ici sur l'outil de modification ou d'édition des interfaces de cartes réseau virtuelles. Si vous vous souvenez, lorsqu'on y était, vous avez remarqué par exemple que le VNet 0 ici était donc le VNet le VNet par défaut qui est en mode auto-bridging. C'est pour ça que lorsque vous venez dans les paramètres de votre ordinateur ici et que dans les paramètres de votre ordinateur, quand vous venez ici là et que vous prenez une interface réseau et vous dites que cette interface-ci là, par exemple celle-ci, elle est en mode bridge, automatiquement, elle est également donc connectée sur l'interface virtuelle VNet 0. Ça veut dire que, comme j'ai expliqué, toutes les interfaces physiques qui sont ici, vont communiquer dans les adresses IP, sur cette interface-ci et par conséquent sur cette machine-ci. Par contre, comme on a créé donc d'autres interfaces virtuelles de type bridge, c'est donc quand vous ajoutez donc une autre interface ou vous ajoutez une autre carte réseau, vous êtes obligé donc de venir donc plutôt dans Custom ici pour aller sélectionner cette autre interface là que vous-même vous avez manuellement créée en mode bridge. Donc ça fait que de la même manière que la carte-ci est en mode bridge, celle-ci également est en mode bridge. Voilà, donc ce n'est pas que quand vous faites bridge, vous ajoutez des cartes bridge, il faut pas, c'est pas obligé, c'est pas une obligation, ou bien vous ne pensez pas qu'il faut toujours cocher ici là sur bridge pour que les cartes soient en mode bridge. La carte est en mode bridge si la carte virtuelle est en mode bridge si dans la configuration du Virtual Network Editor, si vous l'avez configuré son type comme étant de type bridge. Donc à ce moment-là, ça suppose que cette machine virtuelle là aura une IP qui provient donc de cartes Wi-Fi. Parce que comme j'ai dit, la carte ici, ça rassemble tout ce qui est interface Wi-Fi. Tandis que cette autre interface ici, VNet 2, qui est ici VNet 2, va prendre donc une IP qui vient donc de ma carte réseau câblée.
dans mon réseau câblé. Donc voilà la raison donc, pour laquelle sur mon ordinateur, donc voilà comment vous faites donc pour donner deux cartes réseau qui sont en mode bridge sur votre machine virtuelle. Et comme vous avez compris la notion de virtualisation imbriquée ici, ça veut dire que la VNet ici, elle monte donc avec deux cartes réseau en mode bridge. Elle arrive donc ici, elle peut donc alimenter les équipements qui sont ici en haut avec ces deux cartes réseau là. Parlant donc de comment on alimente ces deux cartes réseau ici, une fois que vous avez vous avez fait l'implémentation en arrière, tout ce qui vous reste à faire, donc, c'est de venir ici et de sélectionner l'objet cloud. Une fois que vous avez sélectionné votre objet cloud ici, vous décidez d'implémenter cet objet cloud là sur la VM. Comme ça, elle va utiliser les configurations réseau qui sont sur la VM. J'ai dit OK. Donc, cet objet cloud ci maintenant, tout ce que j'ai à faire, donc, si je fais clic droit, je viens dans propriété. Vous allez remarquer que dans propriété, donc j'ai trois cartes réseau ici. Ici dans propriété, j'ai trois cartes réseau. Donc ces trois cartes réseau là correspondent donc aux trois cartes réseau que j'ai ici sur la machine GNS3 VM. Donc voilà comment ça s'effectue. Et une fois donc vous avez ces trois cartes réseau, ça suppose que maintenant, si vous voulez connecter donc à votre FortiGate ou bien à tout autre équipement, il suffit donc simplement de sélectionner ici. Vous prenez l'interface que vous voulez et puis vous associez donc sur l'interface que vous voulez sur votre FortiGate. Ça veut dire que si vous connaissez que ça là, Ethernet 0, correspond par exemple à ROGS dans mon cas, ça veut dire que je connecte donc ici en sachant que ok, ça là, ce sera mon interface de mon fournisseur d'accès qui entre par mon interface Wi-Fi. Et puis le Ethernet 1 ou Ethernet 2, ça sera donc mon Bell qui entre donc par mon interface par le câble sur mon ordinateur. Donc voilà comme ça la notion de comment on fait entrer deux éléments. Je sais que ça fait déjà partie des vidéos que je comptais, la vidéo que je comptais monter ici plus tard, mais c'est bien aussi important pour vous de comprendre ça pour pouvoir implémenter dans la suite de notre SD-WAN. Voilà, donc cela étant expliqué, on va donc pouvoir continuer donc avec notre SD-WAN. Donc, dans notre SD-WAN aujourd'hui, on devait faire quoi? Donc aujourd'hui, on va aller dans la tâche 2. Donc, première chose, donc, on a dit, on va parler d'algorithme de partage de charge sur SD-WAN. Pourquoi j'ai ajouté ceci, algorithme de partage? Vous allez remarquer que la dernière fois dans la précédente vidéo, lorsqu'on a effectué ces différentes configurations aussi dans la tâche 1, vous avez remarqué que le trafic se partageait de façon automatique entre les deux FortiGate. Donc, chaque FortiGate pouvait prendre un certain nombre de volumes, un certain nombre de sessions en fond et ça partageait le trafic de façon, d'une façon donnée. On pouvait vérifier les logs et voir que okay, le trafic était partagé entre les deux équipements, mais cela était partagé, mais on n'a pas compris, du moins je n'avais pas expliqué pourquoi est-ce que le trafic était partagé et du coup ça donnait l'impression que si vous configurez de façon automatique et puis ça peut se gérer de façon automatique. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai ajouté également dans cette première ligne, algorithme de partage de charges sur le SD-WAN pour expliquer que ce qui se passait ici, là, n'était pas le fait d'un hasard. Donc, ici, on va revenir donc rapidement ici dans règle SD-WAN ici. Vous allez remarquer que ici, lorsque vous avez vos zones, vous avez créé les zones SD-WAN et fait toutes les étapes de la tâche 1, comme j'ai expliqué la dernière fois, les règles SD-WAN ici sont en fait les règles qui permettent donc de diriger le trafic. Si vous n'avez créé aucune règle qui permet de diriger le trafic, alors par défaut, SD-WAN, tout votre trafic SD-WAN tombe donc sur la règle implicite ici. La règle implicite ici a donc quelque chose qu'on appelle dans les critères. Donc, on va ouvrir un peu la règle implicite ici pour comprendre. Donc, la règle implicite ici, là, c'est un peu comme, voilà, comme il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles spécifiquement définies pour orienter un trafic spécifique vers un membre SD-WAN spécifique. Alors, ça tombe dans la règle implicite qui applique donc ces critères-ci. Par défaut,
voici le critère qui est utilisé. Ça, c'est l'algorithme de partage de charge. Par défaut, l'algorithme qui est utilisé, c'est l'algorithme de source IP. Donc, voilà, même malgré le fait que j'ai essayé de traduire, j'ai essayé de changer la langue de FortiGate, il y a quand même les textes qui ne peuvent pas être traduits. Donc, ce qui fait que euh, pour s'en sortir, il faudra avoir un peu de connaissances ou bien comprendre un peu les termes techniques en anglais. Voilà, donc en tout cas, l'informatique, vous savez très bien, est majoritairement en anglais. Donc ici, comme je dis, pour les algorithmes de partage, par défaut, donc sur votre SD-WAN, ça utilise le source IP. Traffic is divided equally between members. Sessions that start at the same source address use the same route. C'est-à-dire que pour ce critère-ci là, le trafic est donc partagé de façon égale ou identique sur les membres SD-WAN. Ce qui se passe, c'est que tout trafic qui commence par une source, cela suppose que dès lors que vous avez lancé vous avez configuré le SD-WAN et que vous avez fait la première configuration, comme j'ai expliqué ici dans la tâche 1, ce poste-ci là, quand on a dit la source, ça veut dire que les gens qui initient les connexions vers Internet, le trafic qui est émis à partir de cette source-ci là, dès lors que le premier trafic utilise le WAN 2, tout le trafic qui est initié par la source-ci là va aller par le WAN 2. Si la source-ci initie son trafic, son tout premier trafic, et ça va vers le WAN 1, alors tout le trafic qui va être initié, le reste du trafic qui va être initié par la source-ci, ira toujours vers le WAN 1. C'est ça la règle de source IP. Donc, tout ce qui est initié par une source ira toujours par une destination, sortira toujours par un membre SD-WAN bien spécifique. Ensuite, on a ici là les sessions. Les sessions ici, c'est là où vous allez décider quelle est la distribution que vous voulez donner. Donc, le nombre de sessions ici, par défaut, vous avez vu par défaut, c'est à égalité. Le poids est de 1 pour tous. C'est-à-dire que la moitié va sur ce fournisseur, la moitié va chez l'autre. Vous pouvez maintenant décider d'équilibrer. Si par exemple, vous savez que votre connexion, par exemple dans mon cas, si je sais que mon Rogers est plus performant que mon Bell, alors je peux décider par exemple que si je décide de diviser le trafic en 10, je peux décider par exemple que 8 sessions entrent par le port, port 1 et puis 2 sessions entrent par le port 2. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai 10 sessions, voilà par exemple total 10, à chaque fois que j'ai un total de 10 sessions qui entrent, j'envoie 8 sessions sur le Rogers et j'envoie 2 sessions sur le Bell. Peu importe la taille ou la nature des sessions, je m'assure juste que j'envoie 8 sessions sur Rogers, 2 chez Bell. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà en fait la répartition. C'est à vous de voir en fonction de la compréhension que vous avez pour les bandes passantes que vous avez pour vos fournisseurs d'accès Internet. Vous pouvez décider donc de modifier ces informations-là comme bon vous semble. La troisième option ici là, c'est le spillover. The highest priority member is used until bandwidth exceeds ingress and egress threshold. Additional traffic is sent through the next SD-WAN member. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, vous allez décider, par exemple, lequel des deux membres est prioritaire. Notez que, on a dit the highest priority. Notez que lorsqu'on était en train de lorsqu'on créait les membres SD-WAN, on avait la possibilité, par exemple, de dire lequel des deux était prioritaire. Voilà. Une fois que vous avez décidé lequel est prioritaire, vous pouvez ensuite venir ici. Supposons par exemple que j'ai défini le Rogers comme étant l'interface prioritaire. Ici, je peux mettre donc le seuil de bande passante en entrée et le seuil de bande passante, pardon, en sortie. Et le seuil, vous mettez cela, c'est en kilobits par seconde. Donc, si je dis n'importe quoi, je dis par exemple que 10 ici, et puis je dis peut-être 10 ici, et puis je dis 20 ici. Priorité, par défaut, la priorité est à 1 pour tous. Donc ici, je peux dire par exemple que toi, tu as une priorité de... Supposons, je dis par exemple priorité de 10. Donc, vous remarquez, à chaque fois qu'on met des valeurs, vous avez la répartition qui s'effectue ici, là. Donc, vous avez ici, par exemple,
Répartition du trafic en entrée par débordement 10 kilobits. Distribution du trafic en entrée en sortant 20 kilobits. Donc, ce qui se passe, c'est que si je décide que celui-ci est l'interface prioritaire, je dis par exemple que la bande passante, le seuil de bande passante en entrée est de 10 kilobits par seconde. Ça veut dire que si j'ai du trafic qui entre sur ce Rogers, si le trafic entrant déborde ou bien dépasse déjà 10 kilobits par seconde, alors on envoie la suite du trafic sur le Bell. Donc voilà à peu près à quoi ça correspond. Pareil ici là pour le Y. Le Y c'est en sortie. Le Y donc c'est en sortie, ça veut dire que si jamais en sortie, je déborde les 20 kilobits, parce que comme il est l'interface priorité, ça veut dire que de base, tout le trafic va venir en entrée ou en sortie sur cette interface-là, vu qu'il est prioritaire. Donc, une fois que cette interface aura débordé donc en sortie 20 kilobits par seconde, alors la suite du trafic va être envoyée donc plutôt sur le Bell. Donc, voilà comment vous définissez cette deuxième option-ci là en termes de la troisième option qui est le spillover. La quatrième option, source destination, donc traffic is divided equally. Sessions that start at the same source IP address and go to the same destination IP address use the same route. Donc la différence qu'il y a entre source destination IP et source IP ici, c'est quoi? C'est que ici, la première option qui était source IP disait que tout trafic qui part de cette source-ci là, peu importe la destination sur Internet, elle va passer. Si le premier trafic, le premier paquet était passé par le WAN 2, alors tout le reste de trafic qui viendra par la suite passera par le WAN 2. Ça veut dire qu'à un moment donné, peu importe si l'interface existe ou pas, celui-ci enverra toujours son trafic par le WAN 2. Pardon, si celui-ci n'est plus, si celui-ci n'est plus disponible, c'est à ce moment-là qu'il bascule ici. Par contre, l'option de source destination, ça veut dire que si le trafic qui va de cette source-ci à destination de Google, par exemple, ou de YouTube, par exemple, si le premier trafic qui est parti d'ici pour Google, si ce trafic-là est passé par l'interface WAN 2, alors tout le trafic qui est émis par cette source-ci-là à destination de Google, ce trafic-là sera toujours orienté par l'interface WAN 2. Si le trafic qui est parti d'ici à destination de YouTube, le tout premier trafic qui est parti d'ici à destination de YouTube, si ce trafic a été passé par le WAN 1, alors à chaque fois que ce poste-ci voudra accéder à YouTube, son trafic sera toujours envoyé par l'interface WAN. Donc c'est ça le source destination, donc correspondance source destination, qui est différent de correspondance qui part uniquement de la source. Donc c'est ça pour source destination. Et le dernier, donc c'est le volume. Donc, le volume ici, tout comme les sessions, vous pouvez donc décider, par exemple, quelle est la quantité de volume qui va être répartie sur chacun des deux fournisseurs d'accès Internet. Donc, ça fait que ici, vous pouvez dire, par exemple, que, OK, le volume très souvent va être en mégabits. Donc, je ne sais pas, l'unité aurait dû être ici pour préciser. Donc, c'est juste pour dire que bon, comme l'unité n'est pas là, c'est pour dire que vous pouvez répartir également en fait la quantité d'informations. Ça veut dire par exemple que si vous décidez que à un moment donné, si 100 mégabits d'informations doivent entrer, vous supposez que 100 mégas, vous allez diviser 100 mégas peut-être en 10 parts. Par exemple, ça fait 10 mégabits pour chaque part. Vous allez décider par exemple que, OK, Rogers, toi, s'il y a 100 mégabits de données qui entrent en volume, toi, tu vas gérer peut-être 7 parts et puis Bell, lui, va gérer 3 parts. Voilà. Donc, ça fait que vous divisez votre 100 mégabits par 10 en 10 parts et vous dites que, OK, Rogers, tu prends 7 parts et puis Bell, tu prends 3 parts. Donc, voilà. Ça veut dire que tu as un trafic de 100 mégabits, le Rogers, il va gérer 70 mégabits et puis le Bell va gérer 30 mégabits. Donc, toutes ces configurations-ci, là, vous les faites en fonction, bien évidemment, des bandes passantes, la fluidité, la criticité, la latence de différents fournisseurs d'accès Internet. Vu que ces accès Internet-là
vous avez la possibilité de mesurer les performances SLA, ce qu'on va voir par la suite. Vous avez la possibilité de mesurer ces performances-là, donc ça fait que vous pouvez de façon efficace définir ici là quel est l'algorithme de partage que vous voulez utiliser. Notez que le SD-WAN est utilisé en tout cas dans les entreprises, le SD-WAN est utilisé dans, dans deux buts. Il y a deux principales raisons pour lesquelles une entreprise peut être appelée à vouloir implémenter le SD-WAN. La première raison, la plus simple, c'est juste que l'entreprise ne veut pas être dépendante d'un fournisseur d'accès Internet. Voilà le premier élément de base, premier critère de base. Nous ne voulons pas être dépendants d'un seul fournisseur d'accès Internet. Alors, on va prendre deux fournisseurs d'accès Internet qui ont à peu près les mêmes caractéristiques en termes de bande passante. Et donc, nous, on veut juste être sûr que si un fournisseur n'est pas disponible, l'autre va prendre le relais de façon automatique sans qu'on ait à constater une perte de réseau. Ça veut dire que pour eux, ils s'en foutent de savoir si leur trafic critique passe par un fournisseur d'accès Internet, un fournisseur d'accès Internet précis. Pour eux, ils veulent juste s'assurer que l'Internet sera suffisant, sera disponible quand ils en ont besoin. L'autre scénario, c'est les entreprises qui veulent implémenter le SD-WAN dans le but d'orienter leur trafic critique vers une connexion précise et orienter le trafic moins critique vers une autre connexion. Donc, dans ce cas-là, c'est là où vous allez avoir, par exemple, à implémenter ces différents algorithmes-ci là, parce que là, ça fait plus de sens. Si vous avez un fournisseur d'accès Internet qui vous donne, par exemple, dit n'importe quoi, 10 gigabits par seconde et un autre, le second, qui vous donne, par exemple, 2 mégabits par seconde, bien évidemment, on comprend que, vu la différence de bande passante, ça fait plus de sens donc de venir, par exemple, faire ce type d'équilibrage ici là, par exemple. Par contre, si vous avez deux fournisseurs d'accès Internet qui vous donnent à peu près la même bande passante en download et en upload, quelque part, vous serez plutôt tenté peut-être de diviser juste le nombre de sessions et de dire OK, on fait moitié-moitié, 50-50%. Je te donne 50% du trafic, je prends 50% du trafic. Voilà. Donc, dépendamment vraiment de ce que vous avez comme bande passante ou les informations critiques pour cette bande passante, pas parce que ça ne dépend pas seulement de la bande passante, ça peut être aussi que l'opérateur peut avoir parfois une bonne bande passante, mais très souvent, sa connexion a des latences, il y a des pertes de paquets, parfois il y a interruption. Donc, tous ces critères-là, vous devez tenir compte de ça lorsque vous implémentez donc, les algorithmes de partage de trafic ici. Donc, ceci étant dit, on va donc entrer dans la partie création de sonde SD-WAN pour chacun des membres.